Bonjour, alors je m'appelle Vincent Gérard, je suis conseiller pédagogique sur la circonscription de Libourne 2, Libourne rurale, qui recouvre des secteurs à l'ouest et à l'est de Libourne. Et je vais vous parler de notre projet de circonscription qui s'appelle Rencontre déficience, dans lequel nous avons 115 classes qui sont engagées dans un projet qui a un aboutissement par des rencontres coopératives entre plusieurs classes. Et donc, ce serait là que nous vous proposons d'intervenir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, voyez tous les points rouges sur cette carte. Ce sont les endroits où nous allons développer des rencontres. Voilà. Donc, la cube est ici. Donc, on est sur Coutras. Pardon. Nous sommes sur Coutras, Lussac, Libourneville, Branne, Castillon-la-Bataille et Rozan. Et sans doute Sainte-Terre va se rajouter. Voilà. Donc nous allons développer des rencontres à cet endroit-là. Et je vais vous expliquer le projet. Alors, c'est un projet qui se fait sur l'année, où pour chaque secteur de collège, nous choisissons un thème pour que les enseignants vont travailler en classe avec leurs élèves. Donc, nous leur fournissons un module d'apprentissage qui fait entre 6 et 10 heures, à travers lequel ils vont acquérir des notions qui sont bien définies et développer des postures scientifiques qui, elles aussi, sont bien définies. Ça, c'est mis en place dans les classes, en gros, à partir entre décembre et début mars. Voilà. Et ensuite, à partir de mars, nous développons des rencontres coopératives, des rencontres de réinvestissement, c'est-à-dire que nous allons confronter des élèves à des défis qui exigent leur investissement de ce qu'ils auront travaillé en amont en classe. Ça, c'est la première chose, donc ça c'est le côté scientifique, et en plus il y a un côté coopératif, c'est-à-dire qu'ils vont former des équipes de 10 élèves avec d'autres petits camarades qui viennent d'autres classes, donc ils ne se connaissent pas. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils vont devoir coopérer et que les autres copains ont travaillé la même chose en classe. Donc on a ce volet très important de coopération. Voilà le principe. Alors cette année, on a développé 4 thèmes qui sont l'électricité, mélange et solutions, ombre et lumière, classification et évolution. Alors je vais vous parler, vous interviendrez surtout éventuellement sur l'encadrement de ces équipes de 10-12 gamins lors des rencontres. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se passe une rencontre. 80 élèves arrivent, 3 classes. Nous avons au milieu une table avec beaucoup de matériel qui sont le matériel pour faire des défis. À chaque table, nous en avons mis 8, se trouve donc une équipe de 10 gamins avec un adulte, un référent pédagogique qui va conduire l'équipe pendant 1h30, voire même 2 heures, et faire vivre à son équipe tous les défis proposés. Alors, le conducteur, le pilote de l'équipe va chercher le matériel du défi numéro 2, 3, 5, 1, comme il veut. Il revient à sa table, lance le défi, accompagne les enfants dans sa recherche, organise les mises en commun et renvoie un petit peu la réussite au groupe de ce qui aura été fait. Ensuite, il repose le matériel sur la table, prend un autre défi, etc. pendant 1h30. Donc ça, c'est la modalité classique. On peut avoir une autre modalité, ce sera celle par exemple sur mélange et solution. C'est-à-dire que le matériel est en place. Vous avez ici le défi 5, là le défi 4, le défi 3, le défi 2, le défi 1. Et là, vous avez à chaque fois 3 secteurs. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui peut faire le défi numéro 1 ici parce qu'il y a le matériel. Une autre équipe qui en même temps peut faire le défi numéro 1 parce qu'il y a le matériel. Et une troisième équipe qui peut le faire. Et on tourne et on va là où il y a de la place. Donc voilà les 2 modalités pour faire ces défis. Voilà. Alors parlons un peu de ce qu'il y a dans les défis. Pour vous donner une petite idée des consignes. Je vous donne des consignes là actuellement. Si on est en électricité, bien sûr ils vont avoir appris ce que c'est la notion de circuit fermé, la notion d'interrupteur, de conducteur et d'isolant, et la notion de série et dérivation. Très bien. Eh bien, on va leur demander de réinvestir ça. Mais pas que. Vous allez voir qu'à chaque fois, on monte ça dans une espèce de ce qu'on appelle une tâche complexe, c'est-à-dire qu'il faut en plus aller puiser d'autres ressources stratégiques, mathématiques, langagières. Ça dépend des défis. Alors par exemple, voici pour le cycle 2, un défi qui demande le réinvestissement de la notion de conducteur et isolant. Vous voyez cet enfant, il reçoit avec son équipe, là c'est un travail en binôme là, un damier où il y a du papier d'aluminium et puis 3 zones qui sont peintes mais qui ne sont plus en papier d'aluminium. On n'est plus au contact du papier d'aluminium. Et on va lui proposer 2 défis.
avec son camarade, c'est faire le tour d'un bonhomme, que voici, lui faire le tour du damier, sans que l'ampoule, qui est sur son nez, on ne la voit pas mais elle est sur son nez, sans que l'ampoule s'allume. Le problème, c'est qu'il marche sur deux têtes d'attache parisienne qui sont reliées, qui ferment un circuit de son nez. Donc s'il marche sur quelque chose, s'il marche sur le papier d'aluminium, eh bien ça s'allume. Alors mince, il va falloir qu'il trouve une solution avec son camarade pour arriver à isoler et à paver ce damier justement avec des matériaux qui ne sont pas conducteurs. Et pour ça, il y a une petite caisse où dedans, il y a un peu de tout, de l'isolant et du conducteur. Donc il doit sélectionner et chercher. Et puis bien sûr, après, il essaiera de faire l'inverse, c'est de faire le tour de son damier en restant allumé. Et donc là, inversement, il doit sélectionner des objets, des matériaux qui sont conducteurs. Voyez ? Le plus dur pour eux, ça ne va pas être forcément uniquement de trouver les bons matériaux, mais d'arriver à s'entendre et à coopérer avec son copain pour arriver à faire ce défi. Autre défi, toujours sur isolant et conducteur. Nous partons d'ici avec un système pile-ampoule. Nous mettons nos deux fiches là sur le matériau qui est proposé dans une case. Et nous devons imaginer un circuit pour garder toujours l'ampoule allumée et sortir de mon labyrinthe. Là encore, on est sur le réinvestissement. Et vous voyez que là, il va y avoir en plus des capacités stratégiques, comment on fait pour sortir d'un labyrinthe par rapport à mes essais-erreurs. Et quand je ne connais pas les matériaux, stratégiquement, comment je fais pour savoir s'il est conducteur ou pas? Ils ont des ressources dans lesquelles ils peuvent aller puiser l'information. Et après, bien sûr, un autre circuit où il faut la garder éteinte. Voilà pour le concept conducteur isolant. Ici, c'est un travail où il va falloir arriver à imaginer quel est le montage d'un va-et-vient pour pouvoir éteindre et allumer de partout son ampoule. Très complexe. Après, il faudra prédire si, en bougeant les interrupteurs, l'ampoule qui est cachée sera allumée ou éteinte. Voilà un autre exemple. Et puis à un moment, on va jouer aux morses lumineux. Donc là, on ne va pas uniquement s'intéresser au montage, mais on va faire appel à des algorithmes de codage et de décodage et de lecture pour des petits CPCE. C'est intéressant. Et alors voici le défi électricité qui va permettre de vraiment réinvestir les connaissances au niveau des circuits fermés en parallèle dérivation. Comment arriver à électrifier les deux yeux de la chouette, de telle sorte, un qui s'allume ou s'éteigne tous les deux en même temps, qui s'éteignent ou qu'ils s'allument de façon indépendante, et alors s'ils sont vraiment très forts, que je puisse faire les deux, les allumer ensemble, les éteindre ensemble, ou alors éteindre et allumer séparément. Très compliqué, mais c'est le défi, la tâche complexe maximale. Ombre et lumière, on va retrouver un petit peu le même rapport avec d'autres compétences. Vous voyez ici, nous avons 4 formes. Avec ces 4 formes, on va projeter une lampe et fabriquer des ombres sur un support, un tableau qui a déjà des ombres préformées. Et on va se demander avec quelle forme je peux arriver à fabriquer quelles ombres. 4 formes, 11 ombres. Collectivement, ils doivent trouver les 16 ombres qui sont reproductibles. Voilà. Pas évident. Ici, on va réinvestir beaucoup de compétences de géométrie. Voici la plaine des vampires. Donc tous les petits ronds là sont des vampires qui bien sûr doivent être protégés de la lumière. Et là, il va y avoir 2 lumières qui vont s'allumer. Et quand ces 2 lumières vont s'allumer, les vampires qui ne seront pas à l'abri du rayon lumineux seront foudroyés. Donc nous devons trouver 10 places dans ce damier pour pouvoir protéger. Et comme on va être sur un caractère prédictif, on a un petit plan et en traçant, on doit essayer de trouver où sont les zones qui protègent les vampires. Voilà, donc là, une très belle tâche complexe avec de la géométrie et de la logique. Ici, eh bien, c'est un défi qui va nous permettre de redécouvrir Thalès, c'est-à-dire que sur une piste graduée, on place un objet et on récupère son ombre derrière, pareil, à une certaine graduation. Et on va essayer de se débrouiller à trouver des positions pour avoir l'ombre qui soit 2 fois plus grande que l'objet, ou 3 fois plus grande que l'objet, ou 1 fois et demie plus grande, ou 2 fois et demie plus grande. Et donc là, on a nos 3 données, la position relative de l'objet par rapport à la lampe, de l'écran par rapport à la lampe, et la largeur. C'est une situation de proportionnalité très complexe pour les enfants de cycle 3. Ici, encore un jeu où il va falloir révéler des trésors en adaptant la hauteur de sa tour et la position.
ça s'appelle le phare. Et là, on va passer à un autre thème, la classification. Alors ici, on va commencer par un monde virtuel. Alors vous voyez, ici nous avons 4 espèces qui déambulent actuellement. Et chaque espèce est caractérisée par les caractères qu'elle possède. Les 4 caractères qu'elle possède. Si elle les a, elle fait partie de l'espèce. S'il lui en manque un ou qu'elle en a en plus, elle ne fait pas partie de l'espèce. Et ces 4 espèces viennent d'une seule espèce unique, très vieille, qui a disparu, que nous connaissons. Et le défi va être de savoir dans quel ordre et comment sont apparus ces caractères. En respectant 2 règles. Un caractère n'apparaît qu'une seule fois au cours de l'évolution. Donc, tous ceux qui l'ont descendent du premier individu chez qui c'est apparu. Et tous les descendants de celui chez qui cette innovation est apparue portent ce caractère. Et on doit essayer de retrouver comment ça s'est passé. Donc c'est une tâche logique, mathématique complexe et qui met en place un petit peu l'hypothèse de l'évolution telle qu'on la développe actuellement. Alors pour ça, on a toute une façon d'étayer les élèves. On commence avec les hypothèses sur une espèce. On s'aperçoit que y a 6 hypothèses possibles. Peut-être que c'est lui en premier, peut-être que c'est lui en deuxième, ou alors c'est eux qui ont commencé. On ne sait pas. On a 6 solutions possibles. Et petit à petit, on va s'apercevoir qu'en comparant les espèces, eh bien, on va avoir des informations qui vont apparaître. Les 2 possédant le même caractère, ça veut dire que c'est lui qui est apparu en premier. Par contre, je ne sais pas lequel des 2 est apparu en second, donc je laisse en pointillé. Par contre, si j'ai cette espèce, je peux être sûr que le triangle est apparu avant la croix, vu qu'ils le possèdent tous les 2. Voilà. Et donc après, ils doivent réaliser cet arbre ici. Un autre défi, plus de réinvestissement de connaissances, ici, les fameux boîtes enchâssées. Nous avons 6 êtres vivants qui sont dans des boîtes. Chaque boîte représente un caractère que l'animal possède. Si je suis dans la boîte, je possède le caractère, et si je possède le caractère, je suis dans la boîte. Voilà. Donc la vache possède ce caractère, ce caractère, ce caractère et ce caractère. Bien, les voici, tous ces caractères, à nous de les replacer. Peut-être que je ne les connais pas par cœur. On ne demande pas, ce n'est pas un contrôle de connaissances. Donc les enfants vont avoir des ressources s'ils ne se souviennent plus de quoi il s'agit. Alors pour ces ressources, ils ont un espèce de visuel des 6 êtres vivants, plus une espèce de radio de ce qu'il y a à l'intérieur. Et s'ils ne connaissent pas les différents caractères, on leur redonne. Donc vous voyez que là, l'enjeu, ce n'est pas un contrôle de connaissances, c'est comment stratégiquement je me donne les moyens d'être sûr de moi. Et une fois qu'on a réussi à placer tous ces caractères, eh bien, il y a une dizaine d'êtres vivants qui vont rentrer, qui doivent trouver leur place sur ce plateau. Eh bien, encore une fois, on a des informations qu'on doit bien regarder, et puis après, on saura où placer. D'accord ? Donc, sur le thème mélange et solutions cycle 3, donc présentation de quelques défis, voici le premier qu'on va appeler la bonne concentration. Les enfants travaillaient en classe sur le densimètre. Ils en ont fabriqué et ils savent comment utiliser un densimètre. Mais là, ce qu'il va falloir qu'ils arrivent à faire, c'est à réaliser une solution qui, quand je mesure au densimètre, j'obtiens 1030. Les enfants savent ce que c'est, obtenir 1030. Par contre, ils ne savent pas quelle quantité de sel on doit mettre dans un litre d'eau pour obtenir une densité à 1030. Je rappelle, l'eau pure, c'est 1000. Mais pour ça, ils ont des outils, des ressources, toujours cette histoire de ressources. Ils ont des graphiques qu'ils doivent apprendre à analyser, et puis après ils ont du matériel, ils doivent réaliser des essais approchant. Et puis s'ils trouvent 1035, eh bien, ils doivent trouver une solution pour diminuer. S'ils trouvent 1025, ils doivent trouver une solution pour augmenter. Bref, une vraie tâche complexe. Là, encore une fois, nous sommes avec des balances, mais cette fois-ci, on n'a plus le densimètre. Par contre, nous avons 5 solutions, A, B, C, D, E, et chacune a une salinité différente. Il y en a qui sont très salées, d'autres très peu salées. L'objectif va être de ranger ces différents échantillons de la plus salée à la moins salée. Bien sûr, là, cette fois-ci, on n'a pas de densimètre. Par contre, on a des gobelets, des seringues, des éprouvettes et des balances. Et donc, ils doivent découvrir, décider leur algorithme qui va permettre d'arriver à ce rangement. Et donc la bonne idée, la solution gagnante, c'est d'arriver de choisir une quantité, on va prélever une quantité équivalente de chaque solution et on va les comparer 2 à 2.
Et alors après, c'est tout un algorithme mathématique de comparaison. Si D est plus lourd que E, comme ici, si A est plus lourd que D, est-ce que j'ai besoin absolument de comparer A et E? Bref, encore une fois, on a un algorithme complexe à mettre en place. Et puis là, alors ça c'est si jamais on a le temps, il s'agit de, comme sur la photo, d'arriver à fabriquer un petit objet en noisette et pâte à modeler qui coule dans l'eau pure et qui flotte dans l'eau salée. Voilà. Donc ça, c'est des défis, c'est une idée des présentations générales des défis qu'on vous propose. Alors bien sûr, ça peut être surprenant, mais tous ces scénarios-là sont décrits dans des fiches de préparation où on vous donne quasiment un pas à pas. Quelles sont les consignes? Comment faire si jamais les enfants, comment aider les enfants à chercher s'ils sont un peu secs? Qu'est-ce qu'on formalise à la fin? Donc avec des photos, tout ça c'est accessible pour toute personne qui veut conduire ces défis. En plus, nous avons des petits films qui montrent un petit peu les différentes étapes et qui permettent de donner une idée de l'ambiance qui peut régner, le bouillonnement qui peut exister sur ces rencontres. Voilà. C'est un moment très intense auquel on vous demande de participer. On vous propose de participer. Alors voilà, vous avez vu, c'est une saison, donc il y a 115 classes, 37 rencontres. Elles sont fixées, date et lieu et niveau. Donc c'est tout entre les vacances de février et celles de Pâques. On commence par électricité, ensuite ombre et lumière, ensuite mélanger solutions et ensuite classification. Alors, on vous propose de venir. En général, le matin, ça commence à 9, c'est 9h30, 11h30 et l'après-midi, c'est 13h30, 15h30. Donc on vous propose de venir, de vous inscrire sur les journées pour lesquelles vous seriez disponible, intéressé. C'est très intéressant de venir à la journée parce que vous aurez l'occasion de faire quelque chose que vous n'aurez plus l'occasion de faire en classe. C'est d'essayer le matin, on discute, on voit qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et de recommencer l'après-midi. C'est une des situations où on apprend le plus les gestes professionnels, c'est quand on a l'occasion de recommencer juste après. Voilà. Alors, les M1, vos collègues des années précédentes, se débrouiller d'une part pour voir avec leur formateur comment ils pouvaient se rendre disponibles. Apparemment, il y a des possibilités de s'arranger avec les formateurs et aussi de grouper, parce que c'est vrai que nous sommes hors cube, de se grouper et de covoiturer pour pouvoir amoindrir les coûts. En général, le repas du midi, vous êtes nos invités, si vous restez le midi. On se débrouille à manger dans les cantines ou autres. Une question qui est fréquemment posée, c'est est-ce qu'on peut participer à plusieurs sur l'atelier? Alors, on peut tout à fait participer à plusieurs. D'une part, si vous arrivez à 10, eh bien, les 10 trouveront un rôle sur cette rencontre. En plus, si vous avez envie de voir les différentes thématiques, vous pouvez venir sur les 4 thématiques, il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous signalez votre intention de participer, on vous trouve une place dans le dispositif d'encadrement avec un grand plaisir. Vous êtes les très bienvenus. Alors, pour faire vraiment partie officiellement de notre dispositif, nous on a une contrainte, c'est qu'on doit organiser ça assez tôt. Parce que si vous êtes là, nous on ne cherche pas d'autres encadrants. Si vous n'êtes pas là, on cherche d'autres encadrants. Donc, ce qui est intéressant, on vous donnera les dates, hein, mais c'est si on peut le savoir, avant les vacances de février, on a des dates butoirs qu'on vous donnera. Donc là, si vous pouvez me dire à ce moment-là, oui, je suis partant pour aller le 15 à Castillon sur l'électricité CP, grande section CP, je m'engage, je suis disponible, nous, on vous intègre officiellement. Maintenant, vous n'allez peut-être pas savoir. Ça, c'est pas un problème. Si vous ne savez pas, nous, on ne vous contraint pas officiellement. Donc, on cherchera des solutions pour encadrer quand même les 8 équipes. Et puis, si arrivé le 1er mars, vous apercevez, ah, il y a un prof qui n'est pas là, je suis dispo, est-ce que je peux venir? Vous signalez, vous venez en plus, mais on ne vous aura pas compté officiellement dans le dispositif d'encadrement, mais bien sûr que vous venez et que vous participerez activement, vous serez quand même les bienvenus. Voilà. Eh bien, on vous attend avec grand plaisir. Super. Voilà. C'est parti. Alors, on va se pencher sur un défi de mélange des solutions, pour commencer, qui est le défi « Où t'as mis la bille ?» Alors, où t'as mis la bille? Parce que nous avons un mélange solide, cette fois-ci, de billes, qui est constitué de 5 sortes de billes différentes, de tailles différentes. C'est un mélange qui est solide cette fois-ci. Et donc, on va s'intéresser à comment on sépare les constituants de ce mélange solide. Et pour ça, on va utiliser différents tamis. La maille peut être large,
ou alors très serré. Et là, on a 2 tamis intermédiaires qui sont repérés par des couleurs. Donc la première chose, c'est qu'on va demander, et puis on a une caissette, pardon, pour récupérer les billes qui auraient réussi à traverser tous les tamis. La consigne, c'est qu'on va demander d'abord aux élèves de manipuler librement les tamis pour essayer d'observer ce qui se passe et essayer de comprendre des règles de fonctionnement de ces tamis. Et essayer ensuite d'exprimer au groupe ces règles-là pour qu'elles englobent le plus de cas possible. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, je peux tenter cette manipulation-là. Ah, bon, ben voilà, il faut que je récupère les billes, voilà, je sais où aller. Et bien déjà là, je peux énoncer une certaine règle. Le tamis jaune arrête les billes en bois, les grosses billes en bois. Et cette règle, elle sera vraie tout le temps. D'accord? Donc je peux essayer d'autres choses. Je peux essayer un autre tamis tout seul. Par exemple, mettons celui-ci. J'essaye. Et là, je m'aperçois que ce tamis peut arrêter 3 sortes de billes. Etc. etc. Donc je me dis, ça me fait 2 informations. Et petit à petit, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver des informations générales. Et les enfants vont découvrir des formulations du style n'importe quel tamis arrête les billes en bois. Ou inversement, la petite bille orange traverse n'importe quel type de tamis. Et puis ils vont peut-être découvrir quelque chose qui est la tour de tamis, parce que ça donne envie d'essayer d'empiler les tamis. Ah! Et que se passe-t-il si on empile les tamis? Alors là, j'ai pas fait au hasard. À l'étage du dessus, j'avais ça. À l'étage ensuite, j'avais ça. Au rouge, j'avais ça. Ensuite, j'avais celui-là. Et là, j'avais celui-ci. Donc, j'ai découvert l'organisation de ma tour pour que, en versant une seule fois, j'arrive à isoler n'importe quel type de bille. Bien, si les enfants ne le découvrent pas, ce sera un des premiers défis, comment organiser la tour. Mais en général, ils le découvrent. Donc, une fois qu'ils ont fait leur manipulation, on fait ce moment langagier où on établit nos règles de fonctionnement du tamis et on essaie de voir si elles sont vraies ou pas. Donc là, on est vraiment sur un gros travail langagier. Et puis après, on arrête de manipuler. Et on va passer sur le caractère prédictif. Parce que là, j'ai fait une organisation de tour bien comme il faut. Mais que se passerait-il si dans ma tour, j'avais interverti les 2 tamis? Est-ce que j'aurais cette disposition-là? Oui ou non? Eh bien, c'est là. C'est ce qu'on va demander aux élèves. On leur donne cette aide-là pour qu'ils se souviennent ce qu'on avait réussi à faire. Et on va leur demander de prédire où vont se retrouver chaque sorte de bille si jamais je construis cette tour-là. Et ils n'ont plus le droit de manipuler. Et donc d'abord, à 2 par binôme, ils essayent. Puis après, on réunit les binômes et on essaye de négocier une réponse complexe et unanime. Et bien sûr, la solution, c'est que ce tamis arrête cette bille. Celui-ci va arrêter ces 2 sortes de billes. Celui-ci sera vide. La petite cuivrée se retrouvera dans le vert. Et la orange se retrouvera là. Et ça, pour argumenter et convaincre un binôme qui lui aura reproduit juste cette disposition, il va falloir mobiliser des règles. Voilà. Et c'est ces règles mathématiques qui vont être au cœur de notre objectif. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on essaye d'anticiper les 2 autres. On y arrive, on est content. Mais c'est pas fini. Parce que, toujours en prédictif, on va leur demander l'analyse inverse. J'ai fait une tour de 4 tamis avec la caissette en bas. J'ai obtenu cette répartition. Quel était l'ordre des tamis? Et là, pareil, on va remobiliser les règles de fonctionnement de nos tamis. Ici, on va s'apercevoir que il y a 2 solutions possibles, parce qu'une fois que toutes les billes que je pouvais arrêter avec un tamis sont arrêtées, les 2 tamis là ne servent plus à rien, vu qu'ils ont arrêté toutes les billes. Voilà. Alors là, nous avons 6 solutions différentes. Bon. On continue. Alors voilà c'est ce qu'on a le temps de faire traditionnellement dans le temps imparti. Mais après, si on voulait aller plus loin, on pourrait refaire les 2 mêmes exercices mais avec des tours incomplètes. Et on pourrait aller jusqu'à l'activité la plus mathématique possible, qui serait, parmi ces 8 propositions, quelles sont celles qui sont possibles
et quelles sont celles qui sont impossibles. Avec comme problème, pour prouver qu'une solution est possible, il suffit que je trouve un exemple de tour qui correspond à cette répartition. Mais pour prouver qu'une répartition est impossible, c'est plus complexe. Parce que si je n'ai pas de disposition à proposer, est-ce que c'est parce qu'elle n'existe pas ou parce que je ne l'ai pas trouvée? Et alors là, il faudrait faire tous les essais, ça fait un nombre incalculable d'essais. Donc on doit passer en raisonnement mathématique et essayer de prouver avec nos règles que ce n'est pas la peine d'essayer de faire la numéro 3, parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à trouver deux tamis qui laissent passer la bille en bois. Et l'enfant doit verbaliser ça. Tant qu'il n'a pas verbalisé ça, il n'a rien prouvé. Voilà. Voilà l'exemple des tamis. Donc maintenant, on va parler d'un défi qui fait partie du module classification-évolution. C'est le jeu des enveloppes. Alors, vous voyez, dans cette enveloppe, il y a 16 animaux qui sont rangés dans des enveloppes. Chaque enveloppe correspond à un caractère que possède l'animal. D'accord? Donc je vais essayer d'ouvrir des enveloppes, les bonnes enveloppes, pour arriver à trouver l'animal que je vais vous désigner. Et là, l'animal, par exemple, qu'on va chercher ensemble, c'est le lézard. Alors vous voyez, comme ressource, vous avez un petit visuel sur le lézard, avec des informations. Et puis, vous allez voir de temps en temps que sur l'enveloppe, il y a un caractère que doit posséder l'animal pour être dans l'enveloppe. Et parfois, on hésite, on ne sait pas trop quelle est sa définition. Et bien pour ça, il existe, pour les participants, un petit glossaire sur que veulent dire exactement ces caractères. Donc c'est pas à lire in extenso, mais comme une ressource. Et le plus dur, ça va être de douter au bon moment. Donc, nous allons faire le va-et-vient entre nos certitudes et notre besoin de vérifier. Donc, nous cherchons, on rappelle, le lézard. Donc, il doit être quelque part dans l'enveloppe. Il a une tête et ou des yeux et ou une bouche. Donc, nous ouvrons cette enveloppe. Et là, nous tombons sur 3 enveloppes. Une qui nous propose, il a un squelette externe et des pattes articulées. Une qui nous propose, il a une coquille visible ou cachée. Et une autre, il a un squelette interne et un crâne. Quelle enveloppe choisir? Donc si nous avons un doute, la coquille, on n'en a jamais vu un lézard avec une coquille. Éventuellement ici, un squelette externe, si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, des pattes articulées, je peux me référer d'une part au visuel et d'autre part à la définition. Qu'est-ce qu'une patte articulée? Et on va s'apercevoir que ça ne correspond pas du tout à ce que je vois avec la patte du lézard. Donc, j'opte pour le squelette interne et le crâne, car sur mon document, je vois bien qu'on me parle d'un squelette interne et on voit bien un crâne. Donc, les deux indices me font dire que c'est ici que je trouverai mon lézard. Ah, apparemment pas tout de suite, car on nous propose, il a un squelette de cartilage et il a un squelette d'os. On pourrait hésiter. L'information, pourrons-nous la trouver ici, pour être sûr? Et là oui, on repère squelette interne osseux. Donc, nous pouvons imaginer qu'il va être ici. Donc, on ouvre ici. Ah, encore 2 enveloppes. Il a des nageoires à rayons, il a 4 membres. Ici, on hésite un peu moins déjà. On va ouvrir 4 membres et voici, oulala, ce qu'on appelle un nœud. On a le choix. Est-ce qu'il a 4 doigts à la main? Est-ce qu'il a un gésier? Est-ce qu'il a une mâchoire à large ouverture? Est-ce qu'il a une carapace dorsale et ventrale? Oulala là 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 là. Donc j'imagine que certaines, on va arriver à les éliminer assez facilement. Le poil et les mamelles sembleraient facilement éliminables. La carapace dorsale et ventrale fait plutôt penser à une tortue. Si jamais on revient à la description de ce que c'est, elle n'est pas marquée la carapace. Si, carapace dorsale et ventrale, on va s'apercevoir effectivement c'est plutôt les tortues. Mais alors après,
Est-ce qu'il a 4 doigts à la main? Est-ce qu'il a un gésier? Est-ce qu'il a une mâchoire à large ouverture? Je ne sais pas. 4 doigts à la main, je n'ai pas besoin de mes indices. Gésier, je sais ce que c'est qu'un gésier. Une mâchoire à large ouverture. Je vais quand même regarder ce que m'en disent les indices. On nous explique que c'est une mâchoire qui peut s'ouvrir plus largement que les autres, car il y a un os en plus par rapport aux mâchoires classiques, qui bouge entre les deux mâchoires, et quand l'animal ouvre la bouche, il peut l'ouvrir plus grand. Il peut donc avoir avaler des proies plus grosses. Donc maintenant, je vais regarder dans mon visuel lequel de ces indices serait le bon. Voilà. Je ne vois pas parler de gésier. Ici, j'ai du mal à compter les doigts, mais ici, je vois bien qu'il y en a 5. Donc, ça n'irait pas dans 4 doigts. Et sur la mâchoire à large ouverture, je repère cet os supplémentaire. Donc, j'ai réussi à invalider ces deux-là et à trouver un indice pour se dire qu'il s'agit d'une mâchoire à large ouverture. Donc, je vais essayer ça. Et au bonheur, le lézard apparaît. On reproduit cette activité avec la moule, le crocodile et le papillon. Alors d'un point de vue pédagogique, on demande à l'équipe de 10-12 élèves d'avoir une réponse unique et donc de négocier ensemble les arguments et on valorise les arguments qui s'appuient sur des ressources. Et les gars, je sais ce que c'est qu'une mâchoire à large ouverture. Voilà. Et on voit se construire en une demi-heure d'activité ce réflexe de vérifier les informations. Une fois que l'arbre, vous comprenez qu'après ça quand on a sorti les 16 animaux, on obtient un magnifique arbre d'évolution avec lequel on peut faire des jeux de parenté.